Nous allons définir dans cette vidéo la notion de quantité de mouvement et voir les conséquences de sa conservation pour expliquer par exemple le principe de la propulsion par réaction ou bien encore étudier les effets d'une collision entre deux particules. La propulsion par réaction s'explique grâce au principe des interactions ou des actions réciproques qui constitue la troisième loi de Newton et qui énonce que si un corps A exerce une force sur un corps B, alors B exerce sur A une force égale en valeur mais opposée, ce que traduit l'égalité vectorielle F de A sur B égale moins F de B sur A. Dans le cas de la fusée, les gaz de combustion sont éjectés par la fusée verticalement vers le bas. D'après le principe des interactions, les gaz exercent donc sur la fusée une force verticale vers le haut qu'on appelle la force de poussée. Dans le cas des deux patineuses, au moment de leur séparation, elles exercent l'une sur l'autre des forces égales en valeur mais opposées et qui provoquent pour chacune sa propulsion. Nous allons voir dans la suite que le PFD permet non seulement d'interpréter la propulsion par réaction, mais également de calculer les vitesses de propulsion. Pour cela, il faut revenir à l'énoncé premier du PFD. On rappelle que le PFD relie les causes aux effets, c'est-à-dire la somme des forces extérieures, à une variation du vecteur vitesse que traduit la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Or, l'effet des forces dépend de la masse du système. En effet, il est d'autant plus difficile de faire varier le vecteur vitesse d'un caddie qu'il est chargé. C'est pour cette raison, pour tenir compte de l'influence de la masse, qu'on définit à la place du vecteur vitesse un vecteur qui réunit à la fois vitesse et masse, appelé quantité de mouvement, noté P, est égal à m fois le vecteur vitesse. Et finalement, les effets sont traduits par la variation du vecteur P, c'est-à-dire par sa dérivée. Le PFD reliant les causes aux effets s'énonce finalement simplement par somme des forces extérieures est égale à la dérivée du vecteur P par rapport au temps, formulation générale valable uniquement dans un référentiel galiléen. Remarquons que si on remplace le vecteur P par mv et qu'on dérive le produit mv comme tout produit de fonction uv, on obtient deux termes. Dans le premier, on retrouve le vecteur accélération et le deuxième terme fait apparaître la dérivée de la masse du système. Or, si celle-ci est constante, le deuxième terme s'annule et on retrouve la formulation connue du PFD, somme des forces extérieures égale ma, qui n'est valable que si la masse du système est constante. Et dans le cas particulier où le système est pseudo-isolé, c'est-à-dire une somme des forces extérieures est égale au vecteur nul, alors d'après le PFD, la dérivée du vecteur P par rapport au temps est égale au vecteur nul, c'est-à-dire que le vecteur quantité de mouvement est constant. On dit qu'il y a conservation de la quantité de mouvement d'un système pseudo-isolé. Nous allons pouvoir maintenant interpréter la propulsion des deux patineuses grâce au PFD. Le système étudié est constitué des deux patineuses initialement immobiles. Faisons un bilan des forces exercées sur le système juste avant et juste après la séparation. Chacune des deux patineuses est soumise à son poids et à la réaction normale du sol. On remarque que les forces qu'exerce chacune des patineuses l'une sur l'autre ne sont pas des forces extérieures mais des forces intérieures au système étudié, et dont on ne doit pas tenir compte lorsqu'on fait le bilan des forces extérieures. Le poids de chacune des patineuses étant compensé par la réaction normale, la somme des forces extérieures se résume finalement au vecteur nul. Juste après la séparation, les patineuses sont toujours soumises aux mêmes forces et la seule chose qui change, c'est la disparition des forces intérieures qu'exerçait chacune des patineuses l'une sur l'autre. La somme des forces est donc toujours nulle juste après la séparation. On voit donc que le système est pseudo-isolé juste avant et juste après. D'après le PFD, le vecteur quantité de mouvement du système est constant, c'est-à-dire que P avant égale P après. P avant est par définition égale à la masse du système fois la vitesse du système. La masse du système est égale à la somme des masses des patineuses. Or, le système est immobile avant la séparation, sa vitesse est nulle, et donc P avant est aussi nul. Après la séparation, pour tenir compte de la désolidarisation des deux patineuses, on décompose le vecteur quantité de mouvement pour faire apparaître celui de chacune des patineuses, respectivement égal à la masse de la patineuse fois sa vitesse.
La conservation de la quantité de mouvement permet d'en déduire l'expression vectorielle de la vitesse de la patineuse rouge en fonction de celle de la patineuse verte. On voit que les deux vecteurs vitesse sont collinéaires et de sens opposés et que leurs valeurs sont reliées. Ce résultat traduit bien la propulsion des patineuses dans la même direction mais dans des sens opposés. La formule reliant les valeurs de vitesse permet de comparer les vitesses de propulsion et en particulier, si une des patineuses est 2 fois plus lourde que l'autre, la formule permet de prévoir que la plus légère ira 2 fois plus vite que l'autre. Nous allons maintenant étudier les effets de la collision entre deux particules grâce au PFD. Les hypothèses de l'étude sont que le système des deux particules de masse respective M1 et M2 est isolé dans le référentiel terrestre. Comme deuxième hypothèse, nous considérerons le choc comme frontal et nous supposerons que la particule M2 est immobile et que c'est la particule M1 qui vient percuter la particule M2 avec un vecteur vitesse V1. Le problème est donc unidirectionnel et pourra donc être étudié simplement selon un seul axe OX. Et la troisième hypothèse consiste à considérer que le choc est élastique, c'est-à-dire que l'énergie cinétique du système est conservée avant et après le choc. Exploitons dans un premier temps le fait que le système est isolé. D'après le PFD, il y a conservation de la quantité de mouvement, c'est-à-dire que la quantité de mouvement du système avant, qui se résume à la quantité de mouvement de la particule M1, sachant que la particule M2 est immobile, est égale à la somme des quantités de mouvement des deux particules 1 et 2 après la collision, P'1 plus P'2. Remplaçons les vecteurs quantité de mouvement en fonction de la masse et des vecteurs vitesse. On écrit cette relation vectorielle selon l'axe OX pour faire apparaître les coordonnées selon X des vecteurs vitesse. Et on isole V1x moins V'1x qui est égal à M2 sur M1 fois V'2x. Exploitons maintenant le fait que le choc est élastique, c'est-à-dire qu'il y a conservation de l'énergie cinétique. Là encore, la particule 2 étant immobile avant le choc, l'énergie cinétique avant le choc se résume à celle de la particule 1, qui est égale à l'énergie cinétique du système après le choc, c'est-à-dire à l'énergie cinétique de chacune des deux particules. Remplaçons les énergies cinétiques par la formule 1/2 de mv carré, que l'on peut écrire également à l'aide des coordonnées des vecteurs vitesse. On peut simplifier cette expression. V1x carré est égal à V'1x carré plus le rapport M2 sur M1 fois V'2x au carré. Isolons V1x carré moins V'1x carré qui est égal à M2 sur M1 V'2x au carré. L'objectif est ici d'exprimer les coordonnées des vitesses des particules 1 et 2 après la collision en fonction de la coordonnée de la vitesse de la particule 1 avant la collision. Pour cela, nous allons faire le rapport des deux expressions que nous avons établies précédemment en divisant cette expression par cette expression. On voit la simplification immédiate dans le membre de droite, qui se résume à V' de x. On remarque au numérateur ici l'identité remarquable qui nous permet de simplifier ce membre de gauche par V1x plus V'1x. V' de x est donc égal à la somme de V1x plus V'1x. On remplace cette expression de V' de x dans l'équation traduisant la conservation de la quantité de mouvement établie précédemment. On isole chacun des termes V1x, V'1x de part et d'autre de l'égalité afin d'isoler V'1'x qui est égal finalement à M1 moins M2 sur M1 plus M2 fois V1x. Pour en déduire V' de x, on remplace cette expression de V'1x dans cette expression et on en tire que V' de x est égal à 2M1 sur M1 plus M2 fois V1x. Nous allons pouvoir maintenant interpréter les effets de la collision de la particule 1 sur la particule 2 initialement immobile à l'aide des équations établies précédemment, où nous remarquons
dans l'expression de V' de x que le rapport 2m1 sur m1 plus m2 étant toujours positif, le signe de V' de x est donc toujours celui de V1x. La particule 2 continue donc toujours dans le sens de l'axe OX. Par contre, le signe de V'1x dépend de celui de m1 moins m2. Si m1 est inférieur à m2, nous voyons que V'1x est négatif, c'est-à-dire que les particules repartent en sens inverse après la collision. Et si la particule 1 est très légère par rapport à la particule 2, c'est-à-dire que la masse m1 est très petite devant la masse m2, V'1x est pratiquement égal à moins V1x et V' de x est pratiquement égal à 0. C'est-à-dire que la première particule rebondit sur la deuxième qui reste pratiquement immobile. Et la première particule repart avec une vitesse qui est celle qu'elle avait avant la collision. Et si m1 est égal à m2, alors V'1x égale 0 et V' de x est égal à V1x. C'est-à-dire que les particules échangent leur vitesse après la collision. La particule 1 se retrouve à l'arrêt juste après la collision.